Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce deuxième webinaire sur les thématiques HSE qu'on va faire sur cette année. Donc, on va parler aujourd'hui essentiellement du projet LEC, le projet de loi relatif à une lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Je pense que vous en avez tous entendu parler parce qu'en ce moment, il fait quand même la une des médias, même si on n'est pas forcément dans le milieu de la plasturgie. Donc, pour parler de ce webinaire, en fait, on va quand même aborder ce sujet en 3 temps. Premièrement, je vais vous rappeler un petit peu le contexte réglementaire général qu'on peut avoir sur ce sujet-là, parce que du coup, je pense qu'il y en a certains quand même qui ont suivi, c'est que les textes réglementaires, ils s'accélèrent, on en a de plus en plus cette année. Ensuite, je vais vous parler quand même un petit peu du projet de décret relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. C'était un projet de décret qui était en consultation cet été, donc il est toujours en cours de fabrication, on va dire, il n'a pas été encore publié, mais il est assez important pour notre profession. Et ensuite, dans un troisième temps, on parlera du projet LEC. Le projet LEC, il est très important, il est très long, donc on verra vraiment les aspects principaux. On aura des moments également dans cette présentation pour que vous puissiez vous poser vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions par écrit. J'ai un collègue à côté de moi qui m'aidera à traiter toutes les demandes. Je vous annonce d'office, je n'aurai pas la réponse à tout, mais n'hésitez pas, on vous recontactera ensuite s'il y a besoin de précisions complémentaires. Le support de présentation, normalement, doit pouvoir être téléchargeable sur la plateforme. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il sera mis en ligne ensuite sur le site d'Alizé Plasturgie. Et au besoin, on peut également vous l'envoyer par mail. Voilà. Alors, si tout va bien, c'est parti, on commence. Au niveau du contexte réglementaire général, je vais vous rappeler d'abord un petit peu la situation en France et ensuite dans l'Union européenne. En France, on va parler très rapidement de ce contexte-là. On a eu la loi sur la transition énergétique, donc ça date de août 2015 avec ces décrets d'application qui sont intervenus l'année d'après, qui est venu interdire la vente et la distribution de certains produits à usage unique, comme les gobelets, les verres, les assiettes en plastique jetables. On avait une exception qui était mise en place si ces éléments-là étaient en biosourcé et compostables. Donc ça a été transcrit dans le Code de l'environnement. On avait une échéance à 2020. Ensuite, en octobre 2018, donc l'année dernière, au cours d'une loi, donc c'est la loi Egalim, donc c'est une loi qui porte essentiellement normalement sur le monde agricole, on a eu quand même, et sur l'alimentation, on a eu un amendement qui visait à interdire certains articles plastiques à usage unique supplémentaires, comme les couverts, les saladiers, les plateaux repas, les pailles, les boîtes. Et là aussi à partir du mois de janvier 2020. Du coup, en plus du fait d'avoir une extension donc de tous ces produits à usage unique qui seraient interdits, surtout c'est qu'on avait un délai d'application qui était très court, puisque du coup on avait 14 mois. Du coup, dans le cours de la loi Pacte, il y a certains sénateurs quand même qui se sont prononcés en faveur d'une extension, en fait, de dire que ça devrait être en vigueur qu'à partir de janvier 2021 pour laisser un petit peu de temps aux industriels de s'adapter et puis surtout de s'aligner sur la réglementation européenne. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais cet amendement-là n'a pas été validé à ce moment-là parce qu'on a estimé que ça n'avait rien à voir avec le sujet de la loi Pacte. Donc actuellement, en fait, sur cette extension du plastique à usage unique, c'est toujours en vigueur, en théorie, pour janvier 2020. Cet été, on a des choses qui ont évolué, puisque du coup, au mois d'août 2019, on a une consultation publique sur le projet de décret relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Donc pour l'instant, on est en stand-by. Je vais revenir dessus, ça sera l'objet de notre première partie. Il est en cours de consultation en ce moment dans les instances européennes. Mais du coup, l'idée de ce décret, c'est un petit peu de nous expliquer comment est-ce qu'on va mettre en application ces interdictions-là. Et donc là, depuis septembre, on a un projet, donc c'est le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc tout le monde l'appelle LEC, qui était en consultation au Sénat. Donc les prochaines étapes, ça sera l'Assemblée nationale, sûrement en novembre, et pourquoi pas une adoption début 2020. Là-dessus, vous avez noté, j'ai mis un point d'interrogation. Tout dépend vraiment de la rapidité, de comment est-ce que nos instances vont pouvoir fonctionner pour pouvoir adopter ce texte-là. Le gouvernement a d'ores et déjà affiché une volonté d'aller très vite sur ce sujet. Donc là-dessus, voilà, le point d'interrogation est de rigueur. On n'en sait pas beaucoup plus sur le calendrier. Au niveau de l'Union européenne, en mai 2018, dans le cadre du paquet économie circulaire, on a eu différentes directives qui ont été adoptées, qui ont mis à jour les directives déchets qui existent. Et du coup, on a des objectifs chiffrés dedans sur le recyclage à horizon 2025 et à 2030. Et puis cette année, le 12 juin 2019, on a eu la publication de la directive Single Use Plastic, donc la directive SUP, sur plastique à usage unique. Cette directive-là, elle a été adoptée en 8 mois de procédure, donc c'était très très rapide, et elle sera applicable à partir de juillet 2021. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur ces directives parce que dans le droit européen, on peut adopter deux types de réglementation, on va dire. On va pouvoir adopter soit des règlements, soit des directives.
Les règlements, ils sont directement applicables après dans les États membres. Je pense que vous connaissez tous le règlement, par exemple, CLP sur l'affichage des produits chimiques, où voilà, on sait exactement quels sont les pictos qu'on doit mettre en place, il n'y a pas trop de débat. Par contre, lorsqu'on met en place des directives au niveau de l'Union européenne, après, c'est aux États membres de décider comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ces directives-là. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette directive, c'est qu'on a finalement les grandes lignes dans lesquelles l'État, la France, va devoir aller et qu'elle va devoir respecter. Mais après, ce qu'il y a, ça reste quand même des grandes lignes. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt la réglementation française. Qu'est-ce qui va être mis concrètement en place pour appliquer ces directives? En tout cas, dans cette directive SUP, il y a eu quand même des interdictions de certains produits qui ont été prononcées, d'autres c'est des restrictions. On a également des objectifs, des engagements sur le recyclage, sur la collecte, on a des mesures de marquage et d'affichage obligatoires qui vont être mis en place, des nouvelles mesures de financement du recyclage qui sont ouvertes avec le développement de nouvelles filières à responsabilité élargie, le développement de la consigne. Il faut savoir que cette directive, elle ne fait aucune distinction entre le plastique biosourcé et le plastique pétrosourcé, ce qui pose un petit problème en France, parce que du coup, nous, on voulait interdire, par exemple, les assiettes, mais en autorisant celles qui étaient en biosourcées. Et au niveau de l'Union européenne, ça ne va pas fonctionner. La directive, elle interdit aussi tout ce qui est plastique oxodégradable. Et puis cette directive, surtout, c'est qu'elle vient en supplément par rapport à la directive sur les emballages. Ce qui fait qu'en France, pareil, on essayait d'interdire certaines dispositions tout en laissant, on va dire, une petite exemption pour les articles qui étaient considérés comme des emballages. Mais au niveau de l'Union européenne, ça ne pourra pas fonctionner. Sur cette directive-là, on avait fait un webinaire au mois de juin. Je vous ai mis le lien en bas. Donc, quand vous aurez la présentation, si vous voulez, vous pouvez aller voir ce qu'on avait, le support du mois de juin, et puis le replay de la vidéo aussi. Maintenant, je vais en rentrer dans le vif du sujet, si c'est bon pour tout le monde. Je vois, est-ce qu'il y a des questions déjà qui ont été prononcées? Très bien. On va parler du projet de décret relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, aujourd'hui, on a deux réglementations qui ne sont pas tout à fait identiques. On va avoir la réglementation française, donc qui est constituée par le Code de l'environnement et la loi Egalim, qui devrait être en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Et puis, on a cette directive européenne qui, elle, sera en vigueur à partir du 3 juillet 2021. C'est-à-dire que les États doivent mettre en place des textes pour que ce soit en vigueur en juillet 2021 ou plus tard. Là, ce projet de décret qui était en consultation du 24 juillet au 3 septembre, il vise à coordonner en fait ces deux textes. Et donc, dans ce projet de décret, on aurait deux régimes applicables. Un premier régime entre le 1er janvier 2020 et le 3 juillet 2021, et après un autre régime qui s'appliquerait après le 3 juillet 2021. Je reprécise encore une fois, ce projet reste un projet pour l'instant. Donc, il y a eu la consultation du public. Là, il y a la consultation au niveau des instances européennes. Après, il faudra voir en définitive, ce qui est adopté. Mais pour l'instant, c'est vers ça qu'on se dirige. Du coup, là, vous avez en bleu, ce qui apparaît sur votre écran, les mesures qui seraient applicables en fait entre janvier 2020 et juillet 2021. Donc là-dessus, vous voyez par exemple, on aurait pour les gobelets et les verres ou pour les assiettes une interdiction si c'est composé en plastique et si ce n'est pas considéré comme des emballages, mais avec sur la droite une possibilité d'exemption sur le biosourcé. Sur le biosourcé, attention, parce que du coup, à partir de juillet 2021, c'est ce qu'on verra sur la slide suivante, c'est quelque chose qui sera interdit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a des entreprises qui décident de se lancer dans du biosourcé pour du plastique à usage unique, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'après 2021, a priori, ça devrait être interdit. Voilà, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup apparaître dans la presse aujourd'hui, des entreprises qui annoncent qu'elles se dirigent vers ce sujet-là. Moi, j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est que là, on se dirige quand même vers un régime qui sera très restrictif sur le biosourcé pour l'usage unique à partir de 2021. Voilà. À partir de 2020, toujours, sinon, on aura quand même des interdictions qui seront complètement globales. Par exemple, sur les piques à steak, ça sera complètement interdit. Il n'y a pas de négociation apparemment pour le gouvernement. Pareil pour les pailles. Donc les pailles, a priori, il y aurait une exemption sur le biosourcé, mais je vais en venir tout de suite à la slide après. Vous voyez, là, sur la paille, ça sera interdiction de toutes les pailles, parce que du coup, on se met en conformité avec le droit européen. Là où on a des sujets, c'est que la réglementation européenne, parfois, est un peu plus souple que la réglementation française. Par exemple, c'est le cas sur les plateaux repas, les pots à glace, les saladiers et les boîtes. La réglementation européenne, elle indique simplement qu'il faudrait prévoir qu'il y en ait un peu moins sur le marché. Elle prévoyait des restrictions, mais pas des interdictions. Or, en France, on va sur une interdiction. Voilà. Et aujourd'hui, on a quand même plusieurs difficultés avec ce projet de décret.
Hein. On s'est interrogé quand même avec la branche, et puis il y a la fédération donc, de la plasturgie, mais il y a également tout un tas d'autres organisations qui sont prononcées là-dessus, parce que du coup, sur certains éléments, on a une surtransposition de la directive européenne, où du coup, voilà, la directive européenne proposait simplement de mettre en place des restrictions, et du coup, la France va vers une interdiction. Donc c'est problématique dans le sens où dans l'Union européenne, on est quand même plusieurs États membres, et du coup, s'il y a un pays qui interdit quelque chose et que les autres pays l'autorisent, derrière, on peut avoir quand même une distorsion de concurrence, et ce n'est pas le but de l'Union européenne. Après, les États membres ont quand même une certaine possibilité, et s'ils veulent être plus stricts, ils peuvent. Mais c'est aussi un peu l'objet de la consultation qui est en cours au niveau des instances européennes, c'est de savoir si cette surtransposition, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, la fédération a avancé également le fait que c'était une entrave au recyclage, parce qu'aujourd'hui, en interdisant certains articles en plastique, ce sont des articles qui sont relativement simples au niveau de leur composition, puisqu'ils sont monomatières, ils peuvent être facilement recyclables. Derrière, en interdisant ces filières-là, eh bien, du coup, on va ouvrir des filières, par exemple, autre chose, où on va avoir peut-être du multicouche, du carton plus de l'aluminium, par exemple, pour garder l'étanchéité, si on pense aux gobelets. Enfin, c'est un exemple, ou sur les bouteilles ou ce genre de choses. Et du coup, c'est des choses qui sont moins recyclables. Donc là-dessus, en fait, on a quand même beaucoup d'organisations professionnelles qui attirent l'attention donc du gouvernement en leur disant là, vers où vous dirigez, interdire le plastique, c'est sur certains articles, pourquoi pas, mais sur certains d'autres, c'est une entrave au recyclage et finalement, c'est un peu un non-sens écologique. Ensuite, on se pose beaucoup de questions sur l'articulation avec la loi sur l'économie circulaire, donc la loi dont on va discuter un tout petit peu après, parce que du coup, dans cette loi-là, on commence à avoir aussi pas mal d'effets d'annonce et qui ne sont pas forcément en accord avec ce décret. Du coup, il y a quand même pas mal de choses où on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord que la loi, elle sorte et qu'après, on fasse un décret qui soit cohérent aussi avec cette loi-là? À quoi ça sert de faire un décret s'il faut qu'on modifie dans 6 mois? En termes de prévisibilité de la loi, on est quand même un peu limité. Ensuite, la fédération a également soulevé la problématique de la gestion des stocks en disant qu'en interdisant justement tous ces produits à l'échéance de 2020, du mois de janvier 2020, vu l'instabilité réglementaire sur ces derniers mois, les industriels n'ont pas forcément pu se préparer et du coup, j'imagine que vous avez tous aussi des stocks d'emballage, mais y compris chez vous, mais également chez les sous-traitants et puis dans toute la chaîne de distribution en fait, jusqu'au supermarché. Donc on a quand même une problématique de gestion des stocks et pour l'instant, il n'y a aucun article qui parle d'un délai, par exemple, de 6 mois pour mettre en application ces textes-là. Ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui avait existé précédemment lorsqu'on a pu interdire des choses comme les sacs plastiques, par exemple. Et enfin, du coup, on demande également à ce qu'il y ait une collaboration dans la rédaction d'une foire aux questions, en fait, pour l'applicabilité de ces textes-là. C'est quelque chose qui avait été fait également lorsqu'il y avait eu l'interdiction des sacs en plastique et du coup, qui avait permis vraiment d'aider concrètement les industriels à mettre en place ces dispositions-là. Voilà. Du coup, maintenant, où est-ce qu'on en est dans ce décret? Comme je vous le disais, c'est qu'en juillet 2019, la France elle a notifié à la Commission européenne son projet de décret, parce que c'est un projet de décret qui porte sur la transposition d'une directive européenne. Et du coup, la Commission européenne, mais aussi tous les autres États membres, ils ont jusqu'au 24 octobre 2019 pour faire des commentaires. Et donc, en attendant, on attend leurs commentaires. Donc, le décret ne sera pas publié avant le 24 octobre, ça c'est sûr et certain. Et si jamais il y a des demandes d'explications supplémentaires, alors il y aura un délai de réponse supplémentaire de 3 mois qui est à prévoir. Du coup, peut-être qu'on sera en stand-by jusqu'à fin janvier 2020. Et donc là, je pense que vous aurez tous fait la petite addition mathématique. Si on est en attente jusqu'à fin de janvier 2020, comment est-ce qu'on peut rendre applicables des textes à partir du 1er janvier 2020? C'est une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions sur ce projet de décret? Ok, mon collègue me dit que non. Du coup, si ça vous va, je vais passer sur le sujet suivant. On aura un temps à la fin de cette présentation. Si jamais vous voulez quand même revenir dessus, c'est pas un problème. Ok, donc on va parler du projet LEC. Ce projet, du coup, a priori, ça sera la loi environnementale de ce quinquennat. Hein. C'est ce qui est annoncé par Emmanuel Macron. Ce projet de loi a énormément d'objectifs. Je vous ai ciblé les objectifs qui sont liés au plastique. On va revenir sur la plupart d'entre eux. Ce projet de loi va être clairement capital pour notre profession et il suscite beaucoup d'émotions, on va dire, aujourd'hui dans les débats. Il y a quand même des débats qui sont très animés, aussi bien entre les organisations professionnelles qu'entre les sénateurs, qu'entre les parlementaires. Il y a également toutes les collectivités locales qui sont très intéressées par le sujet, donc c'est un projet de loi dont on parle beaucoup.
Parmi ces objectifs, donc le premier objectif, ça serait de recycler 100% des plastiques en 2025. Cette ligne-là était un objectif jusqu'à la semaine dernière. Et puis la semaine dernière, ce projet de loi est passé devant le Sénat. Et les sénateurs ont souhaité inscrire cet objectif-là dans le Code de l'environnement. Donc, avec un projet de loi, en fait, ça évolue au fur et à mesure de toutes les consultations qu'on fait. Et aujourd'hui, du coup, dans le projet de loi qui est en discussion aujourd'hui, on a recyclé 100% des plastiques en 2025 qui seraient inscrits dans le Code de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt engageant. Ensuite, on a pas mal de mesures sur la lutte contre le gaspillage. Donc, on parlait beaucoup du gaspillage alimentaire jusqu'à maintenant, mais là, dans ce projet de loi, on va plus loin, puisqu'on parle de l'interdiction de l'élimination de produits non alimentaires invendus. Donc, par exemple, les vêtements, les jouets, ce genre de choses. Voilà, donc là, pareil, je vous laisse deviner les problèmes de gestion des stocks que cela pourrait entraîner. Ensuite, on parle d'imposer un taux de matière plastique recyclée pour certains produits. Ça, je vais y revenir. On va parler également de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Ce sont des filières REP, des filières à responsabilité élargie des producteurs, et également une extension des filières existantes. On parle également de reprise de produits usagés et donc de mettre en place des points de collecte pour certains produits. Donc, c'est surtout les produits qui dépendent des filières REP. On voudrait mettre en place aussi un système de consignes. Donc ça, je vais y revenir dessus aussi. Après, on a pas mal de mesures sur la limitation de certains plastiques, des consignes sur l'harmonisation du tri, et enfin, un gros volet quand même sur l'information du consommateur et l'indice de réparabilité. Ça, j'y viendrai, mais c'est un point qui est relativement mineur pour nous, donc j'y viendrai en fin de partie. Donc, premièrement, sur le taux de matière plastique recyclée dans ce projet de loi LEC, on a plusieurs éléments à mettre en place. Ce que je vais vous donner comme information là par rapport à la première ligne, c'est la première ligne, elle concerne la commande publique. Donc ça intéressera particulièrement ceux qui parmi vous travaillent avec des donneurs d'ordre publics. Cet amendement-là, il a été proposé au Sénat. Donc il n'était pas prévu initialement dans le projet du gouvernement, mais c'est les sénateurs qui ont souhaité intégrer ça. Il faut savoir que ça, c'était très très présent dans tous les débats et qu'ils étaient à peu près tous d'accord là-dessus, ce qui mérite quand même d'être souligné. L'idée, ce serait qu'à partir du 1er janvier 2021, les biens qui sont acquis par les services de l'État et par les collectivités territoriales intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est équipement routier, mobilier urbain, par exemple, c'est des choses qui sont en plastique. Donc, je ne sais pas si on pense au plot au bord de la route, ça peut être un exemple. Et bien, du coup, d'imposer un taux de matière plastique recyclée à l'intérieur. Après, il prévoit quand même tout un tas d'exceptions. Si jamais il y a des contraintes techniques qui sont majeures, ils ont beaucoup souligné aussi le fait qu'on devait avoir un bilan environnemental positif sur l'ensemble de l'opération. Parce que si ça implique derrière d'avoir des matières plastiques recyclées qui sont extrêmement rares, qui sont impossibles à trouver et qui augmentent les coûts de façon trop anormale, derrière, voilà, c'est quelque chose aussi qui est vu. Okay, je reviendrai sur cette question après. Mais du coup, voilà, cet amendement-là, je ne sais pas ce qu'il va donner ensuite, parce que du coup, le projet de loi, après, il va être discuté à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ça, il faut savoir que c'est quelque chose, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'a priori, au niveau de la commande publique, on va avoir quand même des choses qui vont se mettre en place. Après, sinon, de façon plus générale, dans ce projet de loi, on parlait que la mise sur le marché de certains produits matériaux pouvait être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matières plastiques recyclées. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la feuille de route économie circulaire, la FREC, où justement, ça faisait partie d'un de ces actes, de cette feuille de route. Et il y a la profession qui a signé également la semaine dernière la Plastic Alliance Déclaration, qui vise justement à intégrer de plus en plus de matières plastiques recyclées dans nos produits. Voilà, sachez que cette loi-là, ce qui étaient des engagements volontaires jusqu'à maintenant vont peut-être devenir des vrais engagements contraignants en fait, par la réglementation. On a quand même une évolution là-dessus. Je pense que certains parmi vous sont très intéressés par ces sujets. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus d'informations puisque ce qui est indiqué, c'est que ce seront des décrets qui viendront préciser quelles sont les catégories de produits qui sont concernés, quels sont les taux de matières plastiques recyclées qu'on devra mettre en place. Est-ce qu'on met en place une trajectoire pluriannuelle d'évolution en disant par exemple qu'en 2021 c'est 10%, en 2022 sera 20%, etc. Comment est-ce qu'on va calculer ces taux? Comment est-ce qu'on va contrôler ces taux? Également, est-ce qu'on fait un bilan environnemental global aussi de l'opération d'incorporation?
Sachez que Alizé Plasturgie est très engagée auprès des industriels sur ces questions-là. Et on organise très régulièrement des ateliers matières plastiques recyclées. On en a organisé une quinzaine courant de l'année. Et là, du coup, on en organise des supplémentaires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont axés sur les métiers extrusion, injection, thermographie et film. Au cours de ces ateliers qui durent 3 heures, on aborde la partie réglementation et puis après, surtout, on passe dans le concret sur quelles sont les difficultés aujourd'hui qu'on a pour intégrer des matières plastiques recyclées, quelles sont les filières existantes, comment est-ce qu'on peut s'améliorer aussi là-dessus. Je vous ai mis le lien en bas à droite, n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers, vous y êtes attendu. Voilà. Ensuite, sur le sujet suivant, si on parle des filières REP, les filières à responsabilité élargie des producteurs, du coup, c'est des filières qui sont obligatoires en France. Aujourd'hui, on en a 14. Je vous en ai mis la liste sur la droite. C'est des produits où les metteurs sur le marché de ces produits-là doivent mettre en place une organisation pour pouvoir prévoir le recyclage de ces produits-là. Souvent, ça passe par des éco-organismes avec une éco-contribution. Par exemple, quand on achète aujourd'hui un équipement électronique, le consommateur va payer une éco-contribution qui va partir chez un éco-organisme qui, derrière, va mettre en place des centres de recueil du coup de ces produits-là, des points de collecte et tout ça, et des organisations de reprise. En France, on est très doué pour les filières REP, et du coup, là, ce projet de loi voudrait en mettre en plus. Donc, on a notamment tout ce qui est produits matériaux de construction du secteur du bâtiment. On va également avoir une filière sur les jouets, sur les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardinage, et également tout ce qui est cigarettes et produits du tabac. Et pareil, on voudrait également étendre certaines filières existantes. Par exemple, sur les VHU, donc c'est les véhicules hors d'usage, à partir de 2022, on voudrait l'étendre aux autres véhicules à moteur, comme les voiturettes, les véhicules de roue, les 3 roues, les quads. Et puis les emballages, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que des emballages ménagers dans cette filière-là. Et donc, à partir de 2022, il faudrait que ce soit étendu aux emballages professionnels. Voilà, du coup, j'ai vu passer une question, j'y reviendrai dessus tout à l'heure à la fin, mais on ne parle pas forcément que des produits grand public, on a également des produits professionnels qui vont être concernés par ces réglementations-là. Globalement, ce qui ressort des débats de la semaine dernière, c'est qu'on a beaucoup d'amendements pour décaler l'entrée en vigueur de ces dispositions à 2021, voire à 2022, pour prendre le temps de mettre en place ces filières. Parce qu'aujourd'hui, du coup, dans ce projet de loi, ça serait pour 2020, sauf que le projet de loi est en débat au mois de septembre, juste au sein de la première chambre. Enfin, ça paraît quand même difficilement applicable. Sachez aussi qu'il y a un amendement du Sénat qui a été pris pour étendre la filière REP qui porte sur les lingettes préimbibées aussi pour usage corporel et domestique à l'ensemble des textiles sanitaires, donc les lingettes, les couches, les serviettes. Donc c'est pour ça que ça, je l'ai mis, parce que par exemple, les couches, je sais que ça, c'est une activité de certains plasturgistes. Voilà. Ce qu'il faut s'attendre en fait avec ces nouvelles filières, enfin ce que vous allez vous me dire, bon très bien, il y a une nouvelle filière, en quoi ça va me concerner, c'est que derrière, on va avoir tout un nouveau modèle économique qui va être mis en place. Et puis derrière, qu'il y aura peut-être aussi des organisations de points de collecte, de modalités de reprise des articles, des questions aussi de gestion aussi des stocks. Voilà, donc en fait, ça va être aussi des questions à prendre en compte, peut-être pas en termes de conception, mais en termes de management de votre installation. Voilà. Ensuite, dans ce projet de loi, on a pas mal de dispositions sur l'éco-conception au final, parce que du coup, quand on parle de limitation des plastiques, il faudrait passer par un système de bonus-malus pour concevoir différemment, c'est-à-dire prévoir une modulation économique de l'éco-contribution pour pénaliser financièrement, par exemple, toutes les signalétiques qui pourraient nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits. Par exemple, si on a des consignes de tri qui ne sont pas tout à fait claires sur les produits, ou si on n'a pas de consigne de tri, par exemple, sur un produit, dans ce cas-là, on aurait une pénalisation financière. Pareil, à partir de 2021, on voudrait interdire la mise sur le marché aussi de produits qui sont fabriqués en plastique oxodégradable. Donc ça, c'est un copier-coller de la directive européenne, par exemple. Là, les 2 points que je vous ai mis en italique à la fin, c'est des amendements qui ont été proposés par le Sénat. Honnêtement, je ne sais pas si ces amendements-là vont tenir ou pas, mais c'est pour vous dire que ça va assez loin sur les bouteilles en plastique. Les sénateurs étaient assez remontés contre ça quand même, parce que du coup, ils voudraient interdire la distribution de bouteilles d'eau plates en plastique dans les établissements qui reçoivent du public ou par exemple dans les locaux professionnels. Par exemple, quand vous faites des réunions et que vous avez, je sais pas, tous vos commerciaux et que vous mettez des bouteilles d'eau sur la table dans les salles de réunion, ça serait interdit. Ça, je ne sais pas honnêtement du tout ce que ça va devenir, cet amendement-là, mais en tout cas, il a été adopté par les sénateurs et aujourd'hui, il est dans le projet qui sera en discussion à l'Assemblée nationale.
Mais pareil, il y avait pas mal d'autres dispositions pour prévoir aussi des fontaines à eau sur le domaine public, dans les établissements qui reçoivent du public, pour essayer d'inciter un maximum d'avoir de moins en moins de bouteilles en plastique. Voilà sur les limitations en plastique. Pour le système bonus-malus, je vous ai mis à côté, là, vous verrez le projet d'article tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Hein, donc après, il est encore susceptible d'évoluer. Mais l'idée, vous voyez, c'est ici, ce qui est important, c'est que ça serait modulé sur les meilleures techniques disponibles, en fonction de critères de performance environnementale. On parle de la quantité de matière utilisée. Donc, par exemple, je ne sais pas, tous les efforts, si un pot de yaourt aujourd'hui, il utilise 30 grammes de plastique, et ben, si demain il en utilise 20 grammes de plastique, c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Il y a également l'incorporation de matières recyclées, qui sera un atout, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, la question de la réparabilité aussi, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, enfin tous ces éléments-là. On parle aussi beaucoup de l'interdiction de la mise sur le marché de plastique qui contiendrait des substances dangereuses. Là-dessus, il y a quand même pas mal de débats. On n'a pas trop réussi à savoir de quelles substances dangereuses on parlait, mais en tout cas, sachez que sur la limitation des plastiques, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Ensuite, sur la question de la gestion des invendus, on aurait une nouvelle obligation pour les producteurs, les importateurs, les distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente. Donc là, quand on parle de produits non alimentaires neufs, ça couvre quand même tout un champ des possibles. Et du coup, cette obligation, elle viserait à réemployer, donc soit par le don, hein, soit de réutiliser, soit de recycler les invendus. Et du coup, en fait, l'idée, ça serait d'interdire la destruction des invendus. Donc là, ça pose quand même des questions aussi en matière de gestion des stocks qui sont importantes. Après, cette disposition-là, elle ne s'appliquerait pas aux produits dont la valorisation matière est interdite et dont l'élimination aussi est interdite, parce que par exemple, je ne sais pas si on est dans tout ce qui est dispositifs médicaux, il y a quand même plein de choses où après, derrière, c'est compliqué. Et pareil, si jamais ça comporte des risques sérieux pour la santé ou la sécurité, là aussi, du coup, c'est des choses qui ne s'appliqueraient pas. Et ils parlent, dans cet article-là, d'un bilan de développement durable. Ils disent il faut voir si, du coup, cette opération-là, le fait de demander, du coup, de détruire les invendus, si ça correspond bien aux objectifs de développement durable. Voilà, si ça impacte, si ça a un coût qui est économique, social, environnemental qui est trop important, dans ce cas-là, non, on préfère faire de la destruction. Voilà. Bien évidemment, il y aura des décrets qui viendraient préciser ces dispositions-là. Sur la consigne, enfin, je pense que ça, vous en avez entendu parler, parce que c'est l'article, en fait, qui a fait le plus de buzz, on va dire. Initialement, le gouvernement avait proposé un dispositif de consigne pour le recyclage, c'est-à-dire pour prendre en charge notamment les bouteilles. Nous, en fait, ce qu'on entend souvent quand on parle de consigne, on a souvent en tête le modèle allemand où on récupère des bouteilles qui vont être derrière nettoyées, réutilisées, réinsérées dans le cycle. Là, ce que le gouvernement français avait en tête, c'était autre chose, c'était une consigne pour le recyclage, c'est-à-dire de mettre en place, par exemple, dans les supermarchés, des broyeurs pour pouvoir mettre des collecteurs pour pouvoir mettre les bouteilles en plastique vides et pouvoir les récupérer et derrière pour pouvoir renforcer leur recyclabilité. Les débats ont été brûlants au Sénat parce que en fait, ça a un des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, la bouteille en plastique se recycle très bien. On a un petit souci au niveau de la collecte, mais c'est surtout dans les espaces publics. Mais sinon, les personnes privées, les citoyens recyclent quand même bien leurs bouteilles en plastique. Et puis surtout, c'est que la bouteille en plastique, ça rapporte beaucoup de sous aux centres de tri. Les centres de tri et la gestion des déchets au niveau local, elle est portée par les collectivités locales. Du coup, si elles, on leur enlève les bouteilles en plastique et qu'on les donne à la grande distribution, derrière, ça va entraîner une grosse chute de leurs ressources. Et du coup, ça déséquilibre tout le système économique des centres de tri de déchets, d'après les collectivités territoriales. Et comme le Sénat représente beaucoup les collectivités territoriales, clairement, les débats ont été très importants là-bas. Du coup, aujourd'hui, le projet de loi propose toujours de faire des dispositifs de consigne, mais uniquement pour le réemploi ou pour la réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages. Plus, il faut que le bilan environnemental global de l'opération soit positif et il faut qu'il y ait une étude d'impact et une concertation préalable de tous les acteurs avant de faire un déploiement territorial.
Pour vous, à terme, hein, si jamais il y a des consignes qui se mettent en place, il faudra prévoir du coup évidemment un marquage, une information des consommateurs et puis derrière un montage financier pour pouvoir mettre en place la consigne qui sera payée par les citoyens et qui devra leur revenir derrière et que ça finance toutes ces possibilités-là. Voilà. La consigne, clairement, a cristallisé énormément d'oppositions et du coup, finalement, on ne parle que de ça, alors que le projet de loi parle d'énormément d'autres choses. Donc, sur ce sujet-là, je ne sais pas du tout non plus l'avenir de cet amendement-là, mais c'est celui qui cristallise le plus d'opposition. Donc, c'est pas dit que le gouvernement tienne à continuer sur cette voie-là, vu tous les autres sujets qu'il y a en route. Voilà. Enfin, pour terminer sur l'information des consommateurs, a priori, on aurait des nouvelles signalétiques pour informer le consommateur que le produit fait l'objet de règles de tri. Du coup, on sait qu'on a déjà le trimont qui est mis en place sur certains produits. A priori, ça serait l'idée d'étendre un petit peu plus ça, puis de rendre ça un peu plus clair. On a pas mal d'informations aussi qui devraient être mises en place sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées indispensables et la date à laquelle elles seront disponibles sur le marché. Pour les équipements électroniques, l'idée, ça serait de mettre en place aussi un indice de durabilité qui serait obligatoire à horizon 2024. Et avant ça, on veut mettre en place un volet de réparabilité en 2021. Donc l'idée, c'est que quand on achète un équipement électronique, on sache s'il est réparable avec une note en fait. Et derrière, justement, une fois qu'on aura bien mis ça en place, de partir un peu plus loin sur un indice de durabilité pour que ce soit que ça devienne une condition en fait d'achat des consommateurs. Après, il y a quand même pas mal de choses aussi sur l'amélioration de l'information du consommateur sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits, en privilégiant l'analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Ces dispositions-là, l'information sur les consommateurs, je vous les ai mis à la fin, je ne les ai pas trop détaillées parce que déjà, on n'a pas trop d'informations non plus. Il y a pas mal de projets de décrets qui devront mettre ça en place. Et puis surtout, les sénateurs ont indiqué que ça serait quand même bien aussi d'attendre l'extension des règles de tri qui interviendra, ça en 2023, où normalement, d'ici 2023, la France va mettre normalement, toutes les poubelles seront des mêmes couleurs sur tout le territoire français et on aura les mêmes règles de tri sur tout le territoire. Il n'y aura plus de règles de tri qui vont différer région par région. Et normalement, les règles de tri seront certainement, beaucoup plus simplifiées. Et du coup, il y a pas mal de sénateurs qui ont dit, ça serait bien quand même qu'on soit en cohérence avec cette réglementation-là et plutôt que de devoir changer ça pendant les prochaines années. Voilà. Du coup, j'en ai terminé sur les grandes lignes. Je sais que vous avez posé des questions. Je vais en prendre connaissance. Alors, est-ce que le projet de loi LEC concerne que les produits grand public ou également les produits industriels? Ça concerne essentiellement les produits grand public, on va dire. Et après, sur les produits industriels, comme j'ai pu vous le dire, par exemple, les emballages professionnels seraient concernés. Voilà. Après, il y a des choses, si on regarde par exemple la filière de tout ce qui est articles de jardinage, dès lors que vous vendez derrière des paysagistes, par exemple, ça devient des articles aussi professionnels. Pareil, pour tout ce qui est la filière du BTP, ça, c'est clairement tous les professionnels qui sont visés. Donc là-dessus, ça dépend un petit peu des articles. Après, pour tout ce qui est interdiction des plastiques à usage unique, sur ces volets-là, c'est vraiment plus des articles grand public qui sont concernés, effectivement. Surtout qu'on a quand même pas mal de dispositions sur, par exemple, les pailles qui seront autorisées si c'est pour des dispositifs médicaux, ce genre de choses-là. Ensuite, on a une autre question à quoi correspond le bilan développement durable? Est-ce que c'est une analyse de cycle de vie? Mais justement, là-dessus, le bilan développement durable, comme je vous le disais, souvent, dans les autres dispositions, on parle de, vous voyez, une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits pour l'information des consommateurs. L'autre, on parlait d'un bilan environnemental global de l'opération. Et là, dans celui-là, ils ont parlé de bilan développement durable. Donc, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense qu'il faudra voir, mais je pense que ça, c'est typiquement le genre de choses qui vont être rédigées par la suite. Ensuite, nous fabriquons des mousses de siège automobile. Sommes-nous impactés? Alors, mousse de siège automobile, vous allez être impacté d'une certaine façon, puisque du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé des matières plastiques recyclées. La filière automobile s'est engagée à intégrer de plus en plus de matières plastiques recyclées dans ces articles. Et du coup, si vous intégrez des mousses de siège automobile en tant que sous-traitant, c'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, on vous demande d'intégrer des matières plastiques recyclées dans vos mousses, par exemple, pour pouvoir répondre à ces obligations-là. Mais pour l'instant, en tout cas, dans la loi, il n'y a aucun article qui vous concerne directement. Ensuite, un présentoir, un élément de mobilier présent dans un magasin, par exemple, sont-ils concernés?
C'est une excellente question, ça, à laquelle je n'ai pas la réponse immédiatement, certainement. Il faudrait que je revoie tous les articles, mais c'est pas impossible, oui. Je note votre question, Monsieur Reguera, et puis on vous recontactera là-dessus. Ok, ensuite. Pour la nouvelle filière REP, produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, est-ce qu'il y aura des précisions sur le type de produits concernés? Oui, il y aura des précisions. L'idée là qui se trame, ça serait de faire un nouvel éco-organisme sur le secteur du bâtiment, sur les BTP. Je ne vous cache pas que la fédération des bâtiments était très remontée contre ça. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils font du lobbying contre ça. Et finalement, ça va quand même être mis en place. Il y a déjà des groupes de travail qui sont organisés là-dessus. Il y aura des précisions sur les types de produits qui sont concernés. Après, on parle beaucoup de produits de construction de type plâtre. En fait, derrière cette idée-là, c'est de lutter contre les décharges sauvages parce qu'aujourd'hui, en volume de déchets, les déchets du BTP, ça représente, c'est énorme en fait en termes de volume de déchets qui ne sont pas recyclés, qui ne sont pas pris en charge et qui entraînent beaucoup de risques sanitaires et beaucoup de problématiques pour les collectivités. Donc c'est pour ça en fait qu'ils veulent mettre en place une filière REP qui serait organisée avec beaucoup de points de collecte. Et l'idée serait de faire un maillage du territoire et d'imposer justement la reprise de toutes ces dispositions-là. Nous fabriquons des prises d'escalade. Sommes-nous aussi impactés? Il y aura peut-être des informations sur le consommateur à prévoir sur les prises d'escalade, mais là encore, je dirais, c'est comme sur le mobilier présent en magasin, je ne saurais pas vous dire. Il faut que je fasse des recherches complémentaires. Je pense que vous pourriez être impacté sur peut-être l'interdiction de mettre certains produits dangereux dedans, par exemple. Mais sinon, ça m'a l'air d'être quand même un petit marché, donc je ne pense pas qu'ils pensent à vous inclure dans les listes de tous les matériaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des objectifs concernant la teneur minimale en biosourcé, hormis le décret sup? Non, sur le biosourcé, pas d'objectif sur la teneur minimale. On a des teneurs minimales en matière plastique recyclée, mais rien du tout sur le biosourcé. Comme je vous le disais, en fait, sur le biosourcé, il y a un certain recul, parce que la France voulait se lancer là-dedans, mais l'Union européenne n'est pas du tout partante. Et du coup, le biosourcé, je sais qu'il y a le salon K là, le mois prochain qui aura lieu à Düsseldorf, je crois. Et ça va être un gros sujet, ça, le biosourcé au salon K. Et ils vont en parler parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'évolutions là-dessus. Mais en tout cas, dans les objectifs de la loi, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Je crois que on a parcouru toutes les questions. J'ai bien noté, du coup, Monsieur Arbieux et Monsieur Reguera, du coup, vos deux questions auxquelles on n'avait pas les réponses. Je vais faire des recherches complémentaires et puis je reviendrai vers vous. Voilà. Bon, du coup, il est 11h39. Je pense qu'on va arrêter ce webinaire. Le prochain aura lieu fin novembre. Nous aurons des invités à cette occasion-là, puisque du coup, on va parler des risques industriels et également de comment ces risques-là doivent être pris en compte dans vos contrats d'assurance. Donc, on change de sujet. Mais j'espère qu'on vous y verra nombreux.